Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce premier numéro d'Action pour le changement de mentalité, une production de la coordination pour le changement de mentalité. À la présentation, je ne serai pas seul, je suis accompagné de Bibiche Mouika, à qui je dis bonjour Bibiche. Pour ce premier numéro, nous recevons le conseiller principal du chef de l'État, coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Bonjour Excellence. Bonjour. Alors, nous revenons à cette actualité depuis la création de la coordination pour le changement de mentalité. Vous faites déjà le bilan, la population vous attend. Certains se plaignent déjà de certaines de vos actions, d'autres disent qu'on ne vous voit pas. Alors, quel est votre premier mot déjà d'entrée de jeu? Merci beaucoup. Nous devions de prime abord dire que la CSM existe depuis le mois de juillet et nous sommes dans une phase, nous étions dans une phase de l'évaluation de l'état de lieu, de comprendre la mission qui nous a été assignée, de l'étendre sur plusieurs axes parce que nous devions voir quels sont nos principaux partenaires, les acteurs qui vont nous accompagner dans cette mission, si bien que nous comprenons les attentes de certains qui voudraient, dès que l'ordonnance a été signée, nous voir en action tout de suite, et certains nous attendaient déjà sur le terrain de la répression contre les antivaleurs et tout. Mais il fallait circoncire la mission, préparer les outils, et notre rôle étant un rôle de coordination aussi, de fédérer l'ensemble de structures qui existent déjà, qui ont comme matière tout ce qui concerne le comportement du Congolais, le changement de mentalité, la lutte contre les antivaleurs et la corruption, le coulage des recettes et toute cette structure-là, avoir contact avec ce qu'on a fait évidemment le 30 du mois d'août passé, pour donner le temps et expliquer aux uns aux autres quel serait notre champ d'action, où est-ce qu'on va aller, jusqu'où on peut aller. Et cela nous a amené à préparer plusieurs ateliers de rencontres avec différentes associations qui sont sur le terrain et d'autres organismes internationaux qui travaillent sur l'homme congolais. Et tranquillement, on a glissé jusqu'en ce mois où on a lancé notre première campagne sur la sensibilisation autour des valeurs qu'on devrait avoir dans le milieu scolaire, et avec le ministère de l'EPSP, nous avions commencé donc cette campagne-là qui a été lancée il y a quelques 3 semaines. Nous pensons que avec l'aide de tout le monde, nous arriverons assez rapidement à commencer à voir le fruit déjà dans le milieu de l'enseignement primaire et secondaire, parce que à part le lancement de la campagne, on a été dans 4 districts de sous-division éducationnelle de la ville-province de Kinshasa. On a regroupé plus environ 30 écoles dans cette journée-là, dans différents districts. On est sur le point de mettre sur pied une stratégie de travail avec des équipes techniques de l'EPSP pour matérialiser les différentes réformes que nous voulons lancer en termes d'éducation au civisme, aux valeurs patriotiques et à la citoyenneté, et aussi revoir l'enseignement même, la pédagogie suivie dans le cours d'histoire, parce que nous ne comprenons pas comment on peut prendre autant de temps à enseigner l'histoire à nos enfants, une histoire des étrangers, des nations étrangères, de l'Europe en particulier, sans que nos propres enfants ne soient au courant de leur propre histoire. Donc, dans la culture et l'éducation, l'histoire joue un grand rôle. Donc, nous sommes sur ce chantier-là de révision du contenu, mais aussi de la pondération de cours de civisme, parce que, étant un cours important, il ne peut pas être relégué à une pondération inférieure. La fréquence de la dispensation de ce cours-là, actuellement, selon les infos qu'on a, c'est à peine une fois à chaque semaine ou 2 semaines, et un cours de quelques minutes. Donc, ce n'est pas suffisant pour rebâtir le Congolais à mentalité transformée.
comme nous visons la jeunesse et la nouvelle génération pour préparer le Congo de lendemain, on mettra beaucoup plus d'emphase de ce côté-là. Dans l'entretemps, conjointement, on vise un atelier à court terme avec l'ESU pour attaquer les milieux universitaires. Voilà un peu ce qui a été fait jusque-là, de ce qu'on a peu vu, mais les fruits vont commencer à apparaître. Actuellement, la CCM travaille sur un chantier avec l'inspection générale de la police parce que nous estimons que le changement, la lutte contre les antivaleurs doivent aussi se faire au niveau de la police nationale, de l'armée et de tous les corps qui visent à réglementer l'ordre. Donc on prépare un autre chantier avec la DGM et le service de renseignement. Notre mission étant transversale, nous avons soumis auprès du chef de l'État notre désir de commencer aussi un travail avec la présidence en général. Et nous attendons la réaction pour définir le calendrier et le format du travail. À court terme, il y a dans un passé assez proche, il y a 2 jours, nous étions avec la ministre de la fonction publique, le ministre de la Justice et ce garde-sceau qui a représenté le Premier ministre dans ce forum-là, sur le lancement de la campagne sur la lutte contre la corruption. Et nous étions dans le panel qui concernait justement les différentes structures qui sont en charge actuellement de la lutte contre la corruption. On a été avec l'IGF, la CNRF et tant d'autres qui devaient être là. Mais sur le plateau, on était à 3, CCM, IGF et CNRF, pour défendre un peu le rôle de l'État dans la lutte contre la corruption. Et nous devrions dire que c'était très enrichissant, de manière à ce que nous revoyions un peu comment accélérer la visibilité des actions menées par la CCM pour que assez rapidement l'objectif de dissuasion soit atteint, que certains qui ne sont pas encore, qui sont tentés à maintenir ou à pérenniser l'action, le système de corruption qui est là, commencent à se dire que l'État a pris ça très au sérieux et les mesures vont suivre assez rapidement pour sanctionner. Donc nous avons un plaidoyer à amener auprès du chef de l'État si l'audience nous est accordée ce soir pour qu'assez rapidement il y ait une impulsion de sa part pour que les réformes réclamées par plusieurs acteurs sur le terrain de la lutte contre la corruption soient entamées, les réformes au niveau de l'appareil judiciaire, revoir le rôle des parquets et même les animateurs. Si changer de mentalité et que lutter contre la corruption nous impose de changer d'animateur, il faut passer par là. Alors, justement, avant que je ne passe la parole à ma consoeur qui est là, en parlant de réforme, justement, comment vous réagissez lorsque certaines personnes, une certaine opinion pense que le chef de l'État est en train de créer un dédoublement des services au détriment des services déjà existants de l'État en créant des services spécialisés comme la CCM? La CCM ne vient pas écraser ce qui existe. La CCM est une coordination. Donc, on va d'une part, comme je l'ai dit au niveau de la conférence il y a 2 jours, il y a d'une part le travail d'évaluer l'efficacité de tous ces services-là par rapport à la mission qui leur a été assignée. Est-ce que ces services ont autant d'outils pour atteindre leurs objectifs? Sinon, faire un plaidoyer de les ressusciter carrément. S'il y a possibilité d'élargir leur champ d'action, on va solliciter de décrets-lois s'ils dépendent du gouvernement directement ou des ordonnances s'ils dépendent de la présidence. Deuxièmement, voir dans quelle mesure fédérer toutes les autres établissements qui existent, les organismes qui travaillent avec l'État dans la lutte contre les antivaleurs, pour qu'il y ait une action nationale, une action cohérente aussi, de sorte qu'on ne s'éparpille pas et on ne se marche pas dessus. Donc quand le chef de l'État crée une structure spécialisée au niveau de son cabinet, c'est justement avec le souci d'avoir un suivi adapté
pour avoir les résultats escomptés assez rapidement. On a par exemple l'OCEP qui existait depuis tout le temps, avec la mission de combattre la corruption dans les milieux professionnels. Mais il faut bien définir l'entendement, la compréhension du milieu professionnel. Beaucoup ont lutté contre l'OCEP par peur du changement, lequel changement peut emporter des personnes. Mais notre rôle ici, c'est de travailler avec l'OCEP comme structure, sans tenir compte des animateurs personnellement, mais mettre sur pied au niveau de toutes les institutions publiques de cellules ou de comités d'éthique. Parce que la mission de l'OCEP, c'est d'abord avoir dans la fonction publique des gens qui travaillent selon l'éthique reconnue et mettre sur pied des mécanismes de lutter contre la corruption. Donc on doit renforcer l'action de l'OCEP. Et il y a d'autres structures comme ça, comme l'IGF et CNRF que j'ai cité. Donc on va comprendre que la CCM ne vient pas écraser mais ou en remplacement des structures étatiques existantes. Il faut les coordonner, les fédérer parce qu'on va avoir des résultats. Et on faut aller voir les faiblesses. Et déjà, il y a un bilan qui est fait déjà. Vous avez pu déjà établir un bilan de ce que vous avez trouvé dans le tas? En termes de collaboration, les échanges sont très fructueux. Nous avons déjà assisté sous l'organisation de l'OCEP à ma connaissance, à quatre conférences déjà, ou forums ou des ateliers sur ce terrain-là. Donc avec l'OCEP, ça marche très bien. Maintenant, l'IGF et le CNRF, notre première rencontre a eu lieu lors des assises de la campagne il y a 2 jours. Et nous avions planifié immédiatement après les temps de fête avoir des séances de travail assez approfondies avec les inspecteurs de finances. À court terme, il y aura une réunion la semaine prochaine pour préparer ces ateliers-là. Parce qu'on a remarqué que tout le monde veut rapidement combattre la corruption. Vous êtes là pour contribuer au changement de mentalité de la population. Est-ce que la CCM va aussi sanctionner les auteurs de la corruption ou ceux qui favorisent la corruption? Tout le monde est soucieux de savoir si nous aurons assez d'autorité. La question se résumerait à celle-là. Oui, nous aurons assez d'autorité. Nous, CCM, nous avons 2 organes, l'organe, la coordination et l'organe, la commission technique, où devrait siéger le chef de l'État ou son représentant, le ministre de Justice et le garde-sceau ou son représentant. Nous devions avoir l'OCEP, qui est déjà membre de la commission technique. Nous devions avoir le ministre de l'EPSP et les SU ou leurs représentants. Donc, ici, nous voyons, la liste est assez longue, nous aurons tous ceux qui sont concernés par à la fois la législation et la sanction en termes de comportement et de lutte contre les antivaleurs. Donc, les décisions, les orientations de la coordination CCM sont prises dans cette commission. Si on a toute cette représentation-là, c'est pour confirmer à qui peut nous entendre que l'autorité elle-même est concernée. On aura la Sénagam, les représentants de Parlement qui sera aussi avec nous dans cette commission technique. Et si les choses se confirment comme nous le souhaitons vivement, le procureur général en charge de la lutte contre la corruption devrait siéger avec nous. Donc, l'ayant avec nous et le ministre de la Justice, ça nous permet d'avoir ce côté correctif que tout le monde nous réclame. Et donc, l'organisation globale, la CCM, pourrait initier des enquêtes par l'entreprise du ministère de Justice représenté dans la commission technique ou du procureur qui aura des parquets rattachés à sa mission. Donc, on a la Cour de comptes qui est un organe, un outil qui peut travailler avec nous. Et une fois que tous ces éléments sont réunis... Pour les crimes financiers et économiques. Pour les crimes financiers et économiques. Donc, si les éléments qui peuvent pousser à des poursuites sont réunis, le procureur le fera et sous l'impulsion de la CCM. La CCM est présente, elle sera présente
non seulement à Kinshasa, mais aussi dans toutes les 25 autres provinces de la République démocratique du Congo. Comment allez-vous procéder pour sensibiliser, être aux côtés de la population et en contact permanent avec la population et toutes les structures? Nous allons nous servir d'une part de tout ce qu'il y a comme moyens qui seront mis à notre disposition par les territoriales pour atteindre les provinces. Il y a la gestion de l'autorité et la décentralisation territoriale qui se présente en vue déjà, dont on doit s'en servir. D'autre part, la CCM va travailler avec des organisations qui existent déjà sur le terrain dans différentes provinces pour que nous apportions un accompagnement soit technique ou financier en vue d'atteindre le même objectif. Nous pouvons aussi avoir des représentations de la CCM à des endroits où le besoin se fera sentir à court terme. À long terme, nous pensons, avec l'appui du chef de l'État et de tous les gouverneurs, avoir le soutien logistique et aussi administratif de toutes les provinces, à toutes les représentations de la CCM qui seront dans les provinces, de manière à ce que nous arrivions à atteindre notre objectif. La sensibilisation de la population ne se fait pas que par le média. On pense, en termes de la formation du Congolais même, à s'imprégner des valeurs cartésiennes et républicaines, devrait passer par l'implantation de ce qu'on appelle des maisons des citoyens dans chaque regroupement territorial, de sorte que le citoyen, à la base, soit déjà en contact avec le canevas ou le plan national que nous aurions à établir sur le Congolais à mentalité transformée. Quel serait son portrait? Comment on veut l'avoir, cet homme-là? Donc, on aura besoin d'implanter ces maisons des citoyens. On aura aussi besoin d'avoir... On a un projet qui est avec la chaîne nationale, on puisse faire un plaidoyer, que la chaîne nationale ait des antennes un peu partout sur l'étendue de la nation pour que, comme partenaire prioritaire dans la communication de la pensée du chef de l'État derrière la CCM sur la lutte contre les antivaleurs, la chaîne nationale joue un rôle pédagogique assez important. Donc on peut faire un plaidoyer au niveau du Parlement pour qu'il y ait un budget approprié, de sorte que la chaîne nationale soit vraiment un vecteur important dans la mobilisation. Nous aurons des centres de formation dans différentes entités, aussi dans les entreprises de formation taillées sur mesure pour que nous amenions nos gouvernants à adhérer aux valeurs de bonne gouvernance et aux valeurs de la lutte contre les antivaleurs devrait être notre priorité à nous tous. Voilà un peu ce que nous pouvons dire en cette matière. Très bien, Excellence. On va continuer. Quelle est la relation que vous avez aujourd'hui avec les acteurs qui œuvrent? On a des ONG, la société civile, qui, elle, est très critique par rapport à cette question du changement de mentalité, qui est impliquée dans la lutte contre la corruption et les antivaleurs depuis très longtemps. On a beaucoup d'ONG qui se sont battus pour l'établissement de l'état de droit. Quelle est la relation que vous avez avec ces organismes? Parce qu'on sait que vous avez tenu une première réunion de prise de contact. Qu'est-ce qui est sorti de cette première réunion? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit et quels sont les engagements que vous avez pris avec eux? Il fallait, après cette première réunion-là, établir réellement la viabilité de certaines ONG, leur représentativité. Est-ce qu'elles sont réelles, existantes, implantées, jusqu'où elles sont implantées sur l'étendue de la nation, pour voir les acteurs majeurs avec qui on peut cheminer lorsqu'il s'agit d'un programme ou une campagne de grand déploiement. Deuxièmement, il fallait voir la manière de fonctionner de ces ONG. Est-ce que ça correspondrait à notre stratégie de la sensibilisation? Bon, il y a un mélange dans les ONG. Il y a beaucoup, et il fallait trier. Donc on vient à peine de finir ce travail où on devait cerner un peu, nettoyer tout autour, déterminer avec qui on peut cheminer. Et maintenant, on va passer à la phase de l'appropriation du message. Il faut que ces ONG s'approprient la vision de la CCM et le message. C'est là le travail qui est en cours. Et une fois qu'on a fini cette phase-là,
on peut s'attaquer maintenant au travail proprement dit sur le terrain. Donc on a des bons rapports. C'est sûr que le mécontent, il y en aura, parce que lorsqu'on fait un tri, on va se rendre compte qu'il est difficile de garder tout le monde. Il y en a qui n'existent que dans la mallette, il y en a qui n'existent qu'en famille. Donc on ne peut pas envisager un grand travail avec des ONG qui n'existent que de regroupement familial. On s'entend que plusieurs s'attendent à un accompagnement financier d'abord, avant toute autre chose, mais nous voulions renverser un peu la tendance. L'accompagnement peut être technique, peut être pédagogique ou logistique, et dans les différents ordres. Et le financier peut venir après, quand on se rendra compte que vous êtes réellement sérieux. Alors, le sérieux, c'est un grand problème en RDC, de gens qui peuvent commencer une œuvre et l'amener jusqu'au bout avec une méthodologie de travail qui permet la retraçabilité. Et nous voulions insister que ces ONG ne perdent pas de vue la notion de la redevabilité. Nous serons redevables à ceux-là qui nous soutiennent financièrement, et si on a des subventions de quelque ordre, nous devrions établir clairement si les objectifs ont été atteints avec ces fonds-là. Donc ça, c'est un grand travail. Une fois qu'on a fini d'établir les principes de base, on va s'attaquer déjà en janvier au travail proprement dit sur le terrain. Donc on a des très bons rapports. Maintenant, la question qu'on doit se poser, il y a des ONG qui sont animées par les Congolais et d'autres qui sont des ONG internationales. On doit fédérer tout ça pour avoir le résultat qui est favorable à toute la nation. Vous êtes entretenu récemment avec un groupe de musiciens et vous avez voulu obtenir leur engagement, leur accompagnement, qui vous accompagne dans la sensibilisation de la population sur le changement de mentalité. Mais certaines personnes n'ont pas bien accueilli cet entretien que vous avez eu avec les musiciens, parce que l'opinion pense que ce sont les mêmes musiciens qui ont contribué à la dépravation de mœurs des Congolais, et ce sont les mêmes personnes que vous voulez utiliser comme canaux de communication et même de sensibilisation. Oh, bien sûr qu'il faut voir les choses de deux côtés. Je voudrais faire une mise au point qui n'est pas de malentendu. La rencontre avec ces artistes musiciens souscrit dans la politique globale de la sensibilisation de tous les leaders d'opinion à la nécessité de changer de mentalité et de propager un message qui lutte contre les antivaleurs. Lorsqu'on parle de la sensibilisation, il faut qu'il y ait une prise de contact, il faut qu'on se voit. Donc la rencontre qui a eu lieu devrait servir d'abord de première rencontre de prise de contact, où on informe aux artistes musiciens de notre projet, notre détermination à éradiquer ces antivaleurs sous toutes leurs formes, sans tenir compte de qui les porte. D'abord qu'ils soient informés qu'on doit y arriver. Maintenant, comme citoyens et responsables d'opinion qu'ils mettent sur la place publique, il fallait deuxièmement les conscientiser au fait qu'ils sont responsables de tout message qu'ils propagent. Si ce message-là est contre la loi, ils doivent répondre aux exigences de la loi. Il faudrait commencer à réveiller l'artiste congolais, à savoir que l'insanité, tout ce qu'il y a comme message de dépravation de mœurs ne pourrait plus passer. On va revenir à la censure comme il faut. Parce que nous devons protéger nos enfants et protéger les valeurs républicaines que nous avons. Troisièmement, nous devions les conscientiser au fait qu'il y aura des formations, il y aura un encadrement assez suivi à travers le ministère de la Culture, mais aussi d'autres organisations qui existent pour soutenir et accompagner l'artiste musicien. Évidemment, ils ont fait leur plaidoyer sur les conditions de leur travail et comment ils n'arrivent pas à se produire à l'étranger parce que, bon, la diaspora a fait un embargo pour que le musicien ne s'exprime pas. Il faut non seulement se plaindre de cela, mais il faut se poser la question fondamentale, pourquoi on en est arrivé là? C'est parce que la diaspora estime que l'artiste musicien congolais est totalement inconscient
de son rôle qu'il devrait jouer. Il devrait jouer le rôle d'un pédagogue, d'un formateur, d'un éducateur. L'artiste congolais est devenu celui qui défend favorablement le culte de la personnalité et la propagation des valeurs négatives dans la société. On a trouvé que l'artiste congolais était celui qui détruisait nos enfants. Et voilà pourquoi l'embargo a été placé. Maintenant qu'on a un changement de la politique au niveau du sommet de l'État, nous devions rappeler à l'artiste musicien son premier rôle d'être un pédagogue. Voilà pourquoi on a eu cette rencontre-là. Maintenant, si vous utilisez celui qui était dans le méfait pour envoyer un message à ceux qui sont encore dans le méfait, voilà, j'étais avec vous dans cette direction-là, j'ai changé de côté parce que nous pensons que la meilleure voie à suivre, c'est celle-ci. On peut avoir beaucoup de repentis aussi. Si vous voulez que j'emprunte quelques extraits de la Bible, Jésus dit à Pierre, quand tu seras revenu, donc quand tu seras revenu en toi-même, tu te seras repenti, tu affermiras tes frères. On a un bon résultat lorsque celui qui était dans une réalité qui s'en est tiré en parle, on peut aller rechercher pas mal de repentis là-dedans. Maintenant, l'autre objectif poursuivi, c'est en propageant un message positif, tu es obligé d'être un modèle. Donc, si le musicien chante le positif, il est obligé d'incarner ce qu'il chante. Nous voulons en arriver là. Voilà pourquoi on s'est dit, pourquoi les exclure de la grande campagne de la sensibilisation? On peut les intégrer, les conscientiser, avoir des repentis là-dedans et en faire des canaux de sensibilisation. Est-ce que vous ne pensez pas que les musiciens sont eux-mêmes des enfants nés dans un système complètement corrompu et qu'ils sont les résultats de la société dans laquelle ils ont grandi? Effectivement, la destruction du Congolais ne date pas d'aujourd'hui. On peut prendre la borne la plus proche pour nous. Prenons une trentaine d'années, depuis près de 30 et 40 ans que le Congolais est en chute libre, les valeurs ont été détruites. Certains, on les a appelés des héros, mais à mon avis, ils ont été destructeurs de la génération dans laquelle on est. Et les éloges qu'on leur donne, on ne devait pas les leur donner. Je vais donner un exemple simple, ça va frustrer certains, mais j'assume. Alors, quelqu'un qui a été poursuivi pour vol ici à Kinshasa, il fuit le pays, il va à l'étranger, il vole dans les magasins, il habille les musiciens, et alors on commence à faire des éloges sur cette personne-là. Des années après, la personne, puisqu'elle soutient les musiciens qui chantent, les autorités publiques ici, et se retrouve, en revenant au pays, être accueillie avec les motards qui sont payés par l'argent des contribuables, avec l'escorte comme si c'était une autorité recommandable, et pourtant, c'est un fugitif. Là, ça démontre que, jusqu'au sommet de l'État, il y a un sérieux travail dans la définition des valeurs. On ne peut pas confondre la bêtise à la culture. Non. Chez nous, le péché, c'est pas une culture. Le défaut, c'est pas une culture. Donc, qu'est-ce qui est mal doit être appelé mal. Il faut le combattre sérieusement. Donc, même si les porteurs de ce message ont la popularité, ils ont la visibilité. S'ils sont dans un message négatif, il faut les interpeller. Alors, dernière question, on va atterrir par là parce que les minutes nous imparties sont presque épuisées. Vous venez aujourd'hui en remplacement d'un autre organe de l'État qui existait sous l'ancien régime. C'était un ministère, le ministère de l'initiation à la nouvelle citoyenneté. C'était tout un ministère qui avait un budget. Aujourd'hui, vous êtes un service spécialisé de la présidence de la République et votre budget, d'après ce qu'on a appris, est marge du budget de la présidence. Pensez-vous avoir plus de moyens, être plus puissant et pouvoir arriver à changer les mentalités des Congolais? Si le désir d'avoir le changement de mentalité devient une volonté politique généralisée, soutenue par tous les partis politiques, je pense que même nos parlementaires devraient être conséquents dans le temps où ils votent un budget à allouer à une telle organisation. Parce que les gagnants, les bénéficiaires de tout ça, c'est vous, c'est nous, c'est la République. Alors, on devrait dépolitiser la mission de la SECEM, en faire un outil pour la République. De ce point de vue, je pense qu'il devrait avoir un budget conséquent.
Merci, monsieur le conseiller principal du chef de l'État. Vous êtes coordonnateur adjoint de la coordination pour le changement de mentalité. Je rappelle cela. Nous avions co-présenté donc ce premier numéro avec Bibi Shumika, à qui je dis merci. Merci à vous, Tom. Merci à vous, Excellence. Merci beaucoup. Et donc, bonne chance dans votre campagne et votre lutte pour le changement de mentalité. Merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro, c'est très bientôt. Au revoir.